Vite, toujours plus vite, toujours plus nombreux. Nous consommons de plus en plus. Mais la planète aussi se réchauffe de plus en plus. Nous faisons face à une crise écologique sans précédent. Une substance plus légère que l'air est partout dans l'espace. Elle brûle dans le soleil, elle éclaire les étoiles. C'est l'hydrogène. Certains disent qu'il est une solution face au réchauffement climatique. Déjà un carburant surpuissant dans l'aérospatial, l'hydrogène serait, dit-on, une alternative à nos énergies fossiles. Séparation des étages, l'accélération à bout. L'hydrogène sauveur, devons-nous y croire? Et si c'est le cas, comment peut-il trouver sa place dans notre quotidien? Levons le voile sur cette promesse. Une autre question. Qu'est-ce que c'est que l'hydrogène? Est-ce que c'est un solide, c'est un liquide, c'est un gaz? Qu'est-ce que c'est? Un gaz. Un gaz. Ce que vous devez retenir, les enfants, c'est qu'une voiture électrique ou une voiture à hydrogène, eh ben, c'est à peu près pareil, parce que le moteur, c'est un moteur électrique. Voilà. Regardez si j'enlève le... D'accord? Donc en fait, quand on le met ici à l'intérieur, ça tourne. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a pris de l'eau, on a mis de l'électricité dessus, donc on l'a cassé. Et après, quand on a reconstitué, quand on a mis de l'hydrogène dans le réservoir avec de l'oxygène, et ben quand on refabrique la molécule d'eau, et ben on récupère l'électricité qu'on a utilisée pour la casser. Et c'est cette électricité-là qui fait tourner l'hélice. Non, mais en vrai, moi je trouve que l'eau elle est bonne. L'eau elle est bonne. Moi je trouve que ça a le même goût que de l'eau normale. Mais il y a un petit arrière-goût. Oui, mais ça fait bizarre de dire que ça vient d'une voiture. Au début, la dame elle nous a dit vous allez boire du jus de voiture. On a pris ça bizarrement. J'ai pas eu peur vu que je savais que l'eau qui s'échappait du pot d'échappement des voitures à hydrogène c'était assez pur. Aurait-on trouvé le carburant miracle? Aux 24 heures du Mans, on veut y croire. Et moi, je suis ravi de voir qu'aujourd'hui, il y a 1, 2, 3, 4, 5 voitures qui sont l'une à côté de l'autre dans ce village hydrogène. Des constructeurs commencent à travailler vraiment sur l'hydrogène. L'hydrogène est rentré maintenant dans les esprits pour être une des technologies zéro émission pour le futur. Et ça, c'est extrêmement important. Je suis très fière d'être montée à bord de ce prototype. L'innovation progresse, elle progresse vite, avec cette capacité à aller aussi vite, aussi fort, avec des énergies vertes, des énergies toutes propres. C'est la capacité en plus d'inspirer d'autres filières à côté. Vous savez que le gouvernement soutient beaucoup toute cette filière hydrogène. On y croit beaucoup. On investit 9 milliards d'euros à l'horizon de 2030 et la France sera au rendez-vous, leader de cette industrie verte du futur. Nous, on est un pur player de l'hydrogène. On pense qu'il y a vraiment une place pour l'hydrogène et on étudie ça de très près. 9 milliards d'euros. Pourquoi s'en priver? Ce concept de solution 100% hydrogène, aujourd'hui, il est service commercial et théorique. Boostés par les subventions de l'État et de l'Europe, des centaines de start-up, inventeurs, bureaux d'études, collectivités se lancent dans l'aventure. Donc aujourd'hui, vous avez en exclusivité mondiale le premier moteur à hydrogène, donc 100% combustion. On est sur une classification pour un moteur de camion ou d'autocar de classe A, donc zéro émission. Mais il y a le vieux rêve qui est la voiture qui marche avec de l'eau, tout simplement. On met de l'eau dans le réservoir et ça avance. L'alimentation à pression régulière se fait grâce à un détendeur qui se trouve ici, également dans cette région, à partir de la bouteille d'hydrogène qui se trouve à l'intérieur du véhicule.
L'hydrogène est un combustible qui remplace le gaz naturel et qui peut être utilisé aussi bien pour le chauffage que pour la locomotion, comme c'est le cas ici. Et lorsque l'hydrogène, qui est emmené sous forme de bouteille, se combine avec l'oxygène de l'air, exactement comme de l'essence, eh bien nous retrouvons l'énergie qui a été au départ nécessaire pour séparer l'hydrogène de l'oxygène. H2O, c'est de l'eau, de la vapeur d'eau tout simplement, sort donc de ce tuyau d'échappement, d'où plus de pollution. Autre avantage de ce moteur à hydrogène, autonomie multipliée par 2. Dans ces conditions idéales, pourquoi ne pas dépasser alors le stade du prototype? Première raison, simple, l'hydrogène est un gaz que l'on ne sait pas encore bien stocker. Il y a eu plusieurs grandes phases déjà dans l'histoire récente d'engouement puis de désintérêt pour l'hydrogène énergie. Dans les années 60, l'engouement pour l'hydrogène, il est lié à l'accroissement de la population mondiale, à l'inquiétude naissante concernant la finitude des ressources fossiles. C'est à ce moment-là qu'on commence à vraiment prendre conscience de l'ampleur de l'enjeu. Et on se demande si on va avoir de l'énergie pour tout le monde sur la planète. Aujourd'hui, la promesse hydrogène, telle qu'elle est formulée, elle correspond très bien à l'esprit de la lutte contre le réchauffement climatique embrassé par Emmanuel Macron. C'est une promesse qui permet de ne rien changer au mode de vie, c'est une promesse de résoudre la crise climatique par le progrès technique. Il est aussi puissant qu'un moteur classique, mais encore fallait-il stocker ce gaz facilement. C'est aujourd'hui possible grâce à la découverte d'une équipe de chercheurs du Centre d'études nucléaires de Grenoble. Un alliage de métaux capable d'emmagasiner une énorme quantité d'hydrogène. Le stockage de l'hydrogène dans les métaux, c'est une question qui se pose effectivement depuis plus de 40 ans. Le nerf de la guerre, c'est de l'argent. Donc les chercheurs, quand ils font leurs recherches dans leur coin sans financement, c'est pas facile. En ce moment, les financements arrivent, tout le monde s'y met. Et donc forcément, nous, on peut aussi accélérer nos recherches parce que les financements arrivent. Mais il faut avouer que c'est une technologie intéressante, mais c'est aussi une technologie qui est liée, comme toutes les technologies, à un phénomène de mode. Si les questions d'hier se posent encore aujourd'hui, c'est qu'on n'a toujours pas réussi à totalement maîtriser l'hydrogène. Cette substance est la plus légère et la plus inflammable de l'univers. À l'Institut des molécules et des matériaux du Mans, les scientifiques cherchent comment l'obtenir et la stocker. Des voitures qui fonctionnent à hydrogène, on sait faire à l'heure actuelle, mais qui puissent vraiment être en capacité de gagner une course, ou alors effectivement des piles qui tiendraient sur des longues durées, qui seraient résistantes au choc. Tout ça, c'est des choses que l'on sait faire en laboratoire, à des petites échelles, que l'on sait faire depuis très longtemps, mais c'est vrai que probablement on n'avait pas suffisamment investi sur le passage à l'échelle, c'est-à-dire ce qui se passe après le laboratoire, quand on travaille dans la vraie vie, sur du vrai procédé, sur de la grande échelle. Ça demande souvent de refaire des études, et malheureusement, des fois, on a des surprises un petit peu moins bonnes, ce qui explique aussi ces délais. Mais voilà, c'est histoire parfois de quelques années seulement, de mise au point, qui demande parfois un petit peu de temps. Les sciences de l'hydrogène ne semblent pas prêtes à répondre rapidement à l'urgence climatique. Le public, lui, s'interroge. Au Dôme de Caen, citoyens et chercheurs ont organisé des ateliers participatifs pour évaluer l'intérêt de l'hydrogène au quotidien. Nous avons passé au banc d'essai, comme je viens de le dire, cette technologie pour voir au fond comment elle peut ou pas s'appliquer dans la vie réelle et dans la société civile. Pour vous donner un ordre d'idée, on a cherché une technologie de l'hydrogène de taille moyenne pour équiper un bâtiment comme celui-ci, qui ne soit pas donc un petit démonstrateur de paillasse de laboratoire, mais pas non plus un électrolyseur industriel de plusieurs kilowatts. Et on a mis 1 an à trouver du matériel adapté à l'expérimentation que nous voulions mener. Donc voilà, pour l'instant, on peut dire que c'est une technologie qui n'est pas prête à atterrir dans les foyers. Elle est destinée à l'industrie et je ne suis pas certain qu'elle ira au-delà de ce stade pour des raisons de dangerosité, de coût et aussi maintenant de concurrence avec le développement de la batterie qui est devenue beaucoup plus performante. Si l'hydrogène est méconnu du grand public, il ne l'est pas pour les industriels de la pétrochimie, qui l'utilisent pour toute autre chose que du carburant propre.
engrais, sidérurgie ou raffinage du pétrole. Aujourd'hui, la production d'hydrogène dans le monde, elle est majoritairement carbonée parce que c'est de l'hydrogène obtenu soit par vaporoformage du méthane ou par gazéification du charbon. En chauffant à la vapeur d'eau le méthane, on casse la molécule pour récupérer l'hydrogène, mais on libère ainsi du carbone. On l'appelle l'hydrogène gris à cause de ce mode de production polluant. C'est tout le paradoxe de l'hydrogène, propre à l'utilisation, mais majoritairement sale à la production. En Normandie, Air Liquide teste une technique de captation du CO2. Le procédé est coûteux et encore expérimental. Une fois qu'on a notre CO2 à la sortie de la colonne, on va venir le purifier à plusieurs endroits jusqu'à l'amener à une qualité alimentaire et l'envoyer dans les stockages. Sur ce site-là, nous avons une installation pilote de captage du CO2 et on réutilise ce CO2 dans différentes industries en attendant d'avoir toutes les infrastructures dans le bassin, notamment au niveau portuaire, pour être capable d'exporter ce CO2 vers des sites de séquestration du CO2. Pour l'heure, les pétrochimistes revendent une petite partie du gaz carbonique dans l'agroalimentaire, pour les boissons gazeuses ou la conservation des aliments. Il est aussi injecté massivement dans les serres industrielles pour accélérer la pousse des légumes. Mais c'est autant de CO2 que les plantes ne capteront pas naturellement dans l'atmosphère. On ne fait que déplacer le problème. Peut-on justement stocker le carbone en excès, comme le font les plantes ? En Islande, une start-up suisse lance une station pilote pour capter le CO2 atmosphérique, tel un aspirateur géant. La société Climeworks vend sa technologie, profitant des crédits carbone des entreprises polluantes. Ce système consomme beaucoup d'énergie et il en faudrait des dizaines de milliers pour enfouir tout le gaz carbonique en excédent. La solution de capturer le CO2 atmosphérique, c'est d'être un pansement, là, essayer de freiner la course, hein, mais il faut vraiment être conscient que si on veut avoir un impact important sur la concentration du CO2 dans l'air, ça passe d'abord par changer nos habitudes de consommation, ça passe par développer des énergies renouvelables, ça passe par arrêter d'utiliser l'énergie fossile. Alors, ne vaut-il pas mieux s'orienter vers des procédés non dépendants des énergies fossiles ? En partant du chanvre comme matière première, on peut faire de l'hydrogène en ne rejetant que le carbone que la plante aurait libéré naturellement dans l'atmosphère, sans incidence sur le climat. Donc là, on est devant 2 bottes de chanvre qui ont été récoltées à 3 km d'ici. 1 hectare peut faire rouler une voiture sur 10 000 km à peu près. 1 hectare, c'est 2 terrains de foot. Ce qui m'a fait démarrer l'aventure, c'est effectivement un ingénieur d'un constructeur automobile pour qui je travaillais, qui m'a dit « mais l'hydrogène, demain, ça va être important ». Aujourd'hui, on ne produit pas renouvelable. Il faut faire des premiers de série. Il faut faire une première éolienne, il faut faire un premier champ photovoltaïque, il faut faire un premier méthaniseur, il faut faire un premier gazéifieur. Et donc il faut accepter, et que tout le monde accepte, que ce soit les banques, les fonds, l'État, et puis nous-mêmes aussi, parce qu'il faut y croire dans cette idée, qu'il y a des premiers de série à faire. L'idée est de chauffer du chanvre pour en extraire des gaz synthétiques, dont l'hydrogène. On a un entonnoir qui fait rentrer le chanvre, qui achemine en fait vers une vis sans fin, et cette vis sans fin, elle est reliée directement au four. Donc là, on voit à l'intérieur du four, on a un gaz qui est très propre qui sort. Contrairement à du bois, par exemple, les bulles sont transparentes. Et donc, c'est la garantie d'avoir un gaz facilement transportable et facilement exportable. C'est le but de nos essais. Si on regarde en pourcentage, on sort 40% d'hydrogène et puis 40% de gaz CO et CO2. Ce qui nous permet en fait d'avoir une étendue des possibles en termes de transformation et de valorisation des gaz, CO2 et hydrogène, très importante.
En site pré-industriel, ça fonctionne. Donc, pour arriver à maturité, maintenant, il faut construire l'usine. Un bâtiment de stockage de chanvre et de transformation, un tunnel souterrain qui convoie la matière entre les deux bâtiments, le procédé de fabrication du gaz, et sur quasiment 30 millions d'euros d'investissement, bâtiments et machines. Le projet est limité aux terres agricoles disponibles. Il attend un soutien de l'État pour se lancer. Peut-on imaginer des procédés moins coûteux et plus naturels pour obtenir de l'hydrogène ? Ces microalgues ont des capacités biochimiques surprenantes. Donc là, on a quand même tout un tas de cellules, c'est assez dense, même un peu trop dense. Donc c'est une diatomée, celle-là. Alors elle génère l'hydrogène dans des conditions bien particulières. C'est bien ça le problème, c'est le gros verrou en réalité de la production d'hydrogène par les microalgues, c'est qu'il faut qu'elle soit dans un milieu sans oxygène. Or, de l'oxygène, il y en a un peu partout, donc il faut trouver des stratèges pour arriver à rendre l'environnement anoxique, c'est-à-dire sans oxygène, et qu'elles se mettent à produire naturellement de l'hydrogène, parce qu'elles ont la capacité de le faire naturellement. C'est une usine cellulaire. D'ailleurs, l'objectif de tout un tas de chercheurs, y compris nous, c'est de les utiliser comme usines. Et donc l'idée, c'est de les encapsuler dans un gel et faire en sorte que l'oxygène soit consommé très rapidement et qu'elle se retrouve sans oxygène, en tout cas à l'intérieur de ces poches au sein du gel. Donc sur cet axe-là, on a la quantité d'hydrogène et d'oxygène qui sont produits, et sur cet axe-là, on a le temps. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a la quantité d'hydrogène en jaune ici, qui monte au bout d'un certain nombre de jours dans des conditions d'anoxie. Maintenant, il faut comprendre un peu comment elle marche. Et c'est là-dessus qu'on pêche un petit peu. On ne connaît pas encore très bien les mécanismes qui font pourquoi elle produit de l'hydrogène à ce moment-là, pourquoi elle n'en produit pas. C'est ce pourquoi on travaille dessus. Rien ne garantit qu'on dépasse un jour le stade du laboratoire. Alors, peut-on rêver d'un hydrogène produit gratuitement par la planète, sous nos pieds et attendant d'être exploité ? Allons voir sur la côte nord Finistère. Voilà, donc on est ici sur un gabbro, une roche magmatique grenue, avec des grains clairs qui correspondent à des feldspaths et des grains plus foncés à des pyroxènes, des minéraux riches en fer. L'altération de cette roche en profondeur, la chaleur géothermale et la présence d'eau provoquent une réaction de transformation de fer ferreux en fer ferrique et de production d'hydrogène naturel. On a identifié sur la carte géologique ces roches qui pourraient être favorables à la production d'hydrogène. En vert et en vertical, on observe des couloirs de fracture. Et le long de ces grandes failles nord-sud, on pourrait faire l'hypothèse de remontée d'hydrogène. Donc ce que je vous propose en fait aujourd'hui, c'est de regarder si au niveau de ces couloirs de fracture, on n'aurait pas des indices d'hydrogène qui arrivent jusqu'en surface. Voilà, donc là on observe des valeurs d'hydrogène qui montent 15 ppm d'hydrogène pour 1,5% de CO2. On arrive à 97, 98, donc là on parle clairement d'une remontée très forte en hydrogène naturel. Lorsque l'État accorde un permis exclusif de recherche, on peut réaliser un forage profond à plusieurs centaines de mètres pour aller voir si ces indices correspondent ou non, plus en profondeur, à une accumulation d'hydrogène. Mais là, nous sommes toujours dans la phase d'exploration, toujours dans la phase de compréhension. Y a-t-il ou pas de l'hydrogène ?
Malgré le peu d'études scientifiques, une frénésie autour de l'hydrogène blanc s'empare du secteur, relayée par la presse et par les politiques. On ignore pourtant tout des quantités présentes et si elles sont exploitables. Une seule exploitation existe à ce jour, expérimentale, au Mali. En l'absence de solution miracle, on cherche à fabriquer l'hydrogène de la manière la moins polluante possible. Quand on fait la réaction d'électrolyse de l'eau, c'est là où on a vraiment un rôle important des composés qu'on va mettre ici sur la surface de nos électrodes. Donc nous, on teste plusieurs compositions et l'idée, effectivement, c'est d'arriver en quelque sorte, la formule magique qui va permettre de diminuer au maximum l'énergie qu'on va apporter pour casser ces liaisons entre l'hydrogène et l'oxygène. Parce que d'un côté, il y a l'oxygène gazeux qui est formé et de l'autre, il y a l'hydrogène. Et on voit bien au niveau de l'électrode des dégagements gazeux qui sont avec des petites bulles. Lorsqu'un courant électrique est plongé dans de l'eau, H2O, la molécule se décompose en dioxygène et en dihydrogène exploitable. Le problème, c'est que ce procédé est gourmand en électricité et en eau. Il faut au moins 10 litres d'eau pour produire 1 kg d'hydrogène. Malgré un rendement moyen, l'électrolyse porte l'espoir d'une nouvelle promesse. De l'hydrogène vert, grâce à l'électricité d'éoliennes ou de panneaux solaires. Voilà une aubaine pour tous ceux qui surfent sur la vague de la neutralité carbone avec le soutien de l'État. En 2021, la start-up Life inaugurait sa première usine pilote d'hydrogène vert. On utilise du vent pour produire de l'électricité, pour aller dissocier des molécules d'eau, H2O, en hydrogène d'un côté et en oxygène, notre gaz, de l'autre côté. Hydrogène, carburant de cette mobilité qui est fait à prix compétitif. Aujourd'hui, sur Bouin, en Vendée, on produit 300 kg d'hydrogène vert et renouvelable par jour. L'année prochaine, on va en produire 1000 pour alimenter des stations-service qui elles-mêmes alimentent des bus, des camionnettes, des camions, des voitures qui roulent à l'hydrogène. Et donc il y a vraiment cette impulsion des collectivités locales qui maillent le territoire et ensuite le privé prend le relais. Et Life, dans tout ça, c'est le producteur d'hydrogène parce que si vous n'avez pas d'hydrogène vert, vous n'avez pas de station-service, vous n'avez pas de véhicule. Donc forcément, on doit commencer par la production d'hydrogène dans les territoires. La France a identifié 50 grands sites les plus polluants à décarboner. Un challenge qui est énorme. Donc il faut passer sur des tailles supérieures de production et c'est cette taille qu'on va trouver sur Saint-Nazaire. Par rapport à notre première unité de production, on va multiplier par 200 nos capacités de production en 2026 et par 3000 en 2030. Et une unité comme celle de Saint-Nazaire va pouvoir décarboner un de ces sites-là. Donc il en faut 50, il en faut 100 des unités comme celle-ci. Des giga-électrolyseurs sont déjà en cours de construction, comme celui d'Air Liquide à Saint-Jean-de-Folleville, près du Havre. Mais quelques milliers de tonnes par an d'hydrogène vert ne sont pas prêts de remplacer l'hydrogène industriel massivement carboné. Ces zones industrialo-portuaires sont déjà saturées, proches d'espaces naturels et d'habitations, comme ici, à Donges, près de Saint-Nazaire. Pour les riverains, chaque nouvelle industrie est une nuisance supplémentaire. Et nous assistons actuellement à toute une série d'annonces de mise en place de nouvelles industries dans le territoire. Alors certaines existent déjà et vont se tourner vers l'hydrogène, puisque là il y a une nouvelle unité sur la raffinerie Total qui est censée produire de l'hydrogène. Et puis il y a l'implantation qui a été annoncée là il y a très peu de jours de l'entreprise Life qui va s'installer sur un territoire d'une douzaine d'hectares entre la raffinerie Total et l'usine d'engrais Yara. Alors l'hydrogène, on sait que c'est quand même quelque chose qui peut produire des explosions.
Donc pour nous, ça nous inquiète énormément. Mais quoi qu'il en soit, même avec de l'hydrogène vert, l'impact pour l'environnement, pour nous, il existe dans la mesure où on va développer encore une fois de la captation d'eau. Donc on sait très bien que l'eau, ça va devenir aussi une problématique très importante pour tout le monde. La production d'électricité consacrée uniquement à de l'hydrogène va forcément manquer ailleurs. Donc on entre dans une espèce de surenchère de consommation d'électricité, de consommation d'eau pour produire quelque chose de propre. Enfin, on a l'impression vraiment d'une fuite en avant. L'hydrogène, c'est un projet qui a été conçu avec le soutien de l'État, mais par les industriels et les gros industriels, de la chimie, etc., et pour les industriels. Au bout de 4 ans de recherche, ce que l'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas d'adhésion claire et nette, de pacte, en quelque sorte, socio-technique entre les citoyens. On a testé évidemment ces technologies sur différents publics, des marins-pêcheurs, des agriculteurs, des riverains de ces sites, des gens de tous âges et de tous milieux professionnels. Il n'y a pas de pacte entre cette société civile donc, et la technologie de l'hydrogène telle qu'elle est proposée aujourd'hui par la puissance publique. Qu'importe, l'hydrogène peut profiter du récent déploiement des énergies renouvelables pour ne plus dépendre des ressources carbonées. La France compte rattraper son retard dans le secteur en misant sur plus de 2000 MW d'électricité éolienne en 2030. Mais peut-on véritablement parler d'énergie verte? Les pales d'éoliennes ne sont actuellement pas recyclables. C'est 20 à 30 000 tonnes de pales dont on ne saura que faire lorsqu'elles arriveront en fin de vie, dans 25 ans. Leur socle immergé, ce sont des tonnes de béton provenant de cimenteries très émissives en gaz carbonique. Un champ d'éoliennes n'est pas non plus sans conséquences sur la faune. Tous ces politiques-là, ils en ont rien à foutre de la pêche. Donc là, on leur fait voir qu'on est capable de se rassembler et on est capable de bloquer effectivement un port et on est capable d'aller bloquer le pont de Normandie, on est capable d'aller mettre le bazar si on se fait pas entendre. Nous, on est là vraiment pour la défense de la biodiversité parce qu'on a identifié une menace qui est absolument inacceptable sur la biodiversité. Il y a un intérêt économique pour les promoteurs parce que c'est un secteur qui est hyper subventionné, qui est extrêmement rentable. Il y a des garanties financières qu'on retrouve quasiment sur aucun autre secteur, avec un tapis rouge qui offre en fait tous les passe-droits. C'est-à-dire que ce qu'obtiennent les promoteurs éoliens en matière de passe-droit environnemental, aucun autre secteur industriel ne pourrait les obtenir. C'est surréaliste, parce que c'est au prétexte de lutter contre le changement climatique. En attendant que tous les parcs éoliens soient posés, l'hydrogène peut compter sur des centrales nucléaires qui fournissent une électricité plus régulière, efficace et rentable pour l'électrolyse. En réalité, il est impossible de tracer l'origine de l'électricité. Tous les électrons se mélangent dans le réseau, qu'ils proviennent du nucléaire, de centrales au gaz ou au charbon, du solaire ou de l'éolien. Les électrolyseurs ne peuvent pas garantir de l'hydrogène 100% vert. Être un grand pays de production d'hydrogène, c'est être un pays qui est capable de faire de l'énergie bas carbone en masse. Et nous sommes les meilleurs et les plus sûrs d'Europe, parce qu'on a une stratégie qui repose sur ces 3 piliers, parce qu'on a et la sobriété, et le nucléaire, et le renouvelable. La France a donc un avantage comparatif massif, et c'est pour ça qu'on s'est battu ces dernières années, qu'on a stabilisé des règlements européens qui nous permettent de reconnaître dans les modèles notre hydrogène bas carbone reposant sur le modèle français. La France est en retard sur les énergies renouvelables. Mais en incluant l'énergie nucléaire dans la taxonomie verte de l'Union européenne, tout s'arrange. L'hydrogène jaune et vert s'appelle désormais décarboné, oubliant au passage le problème des déchets radioactifs. Pour garantir un hydrogène 100% vert, on teste une éolienne flottante raccordée à un électrolyseur en mer. L'objectif, c'est la création de champs éoliens Farshore. Après les premiers essais au large du Croisic, la fondation OpenSea constate que l'électrolyseur est trop sensible aux rudes conditions climatiques. La Startup Life propose de l'installer sur d'anciennes plateformes pétrolières.
L'énergie solaire pourrait-elle permettre de produire de l'hydrogène vert plus simplement sur le territoire ? À Rouen, on envisage de faire rouler quelques bus à hydrogène. L'objectif de la métropole est d'atteindre 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050. L'hydrogène fera partie du mix énergétique. Quand on parle des énergies renouvelables, je pense qu'on oublie juste de dire que renouvelable, ça veut dire inépuisable. Et là, je n'ai pas parlé de réchauffement climatique. J'ai juste parlé des générations futures. J'ai juste dit, toute l'énergie fossile que je consomme aujourd'hui, je ne pourrai plus la consommer demain. Toute l'énergie renouvelable que je consomme aujourd'hui, je pourrais encore la consommer demain. Donc c'est quand même important. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait tourner vos bus? C'est du pétrole qui vient du Venezuela, de Russie. Si demain, pour des raisons X ou Y, vous n'avez plus de possibilité de vous approvisionner en pétrole, avec l'hydrogène produit localement, vous êtes à peu près sûr que vos 12 bus, ils vont tourner, quel que soit le contexte géopolitique en fait. Non loin, le bourg de Wassel est volontaire pour installer l'usine solaire. Une partie de l'électricité contribuerait à alimenter les bus de la métropole en hydrogène vert. Alors, la commune, elle est intéressée sur le projet, dans sa globalité, puisque Wassel est une ville qu'on dit à la campagne. Nous avons encore une forêt, une zone agricole, malgré que nous soyons une ville de 12 500 habitants. Et elle s'inscrit dans les projets de développement durable. Donc elle profitera pour le transport en commun. Nous, on souhaite des transports en commun dits propres et gratuits sur la métropole. Enfin, moi, je défends cette idée. Et après, il restera à peu près 60% d'énergie qui seront vendues. Sur des marchés. Peut-être que la ville en bénéficiera, mais on n'en est pas encore là à ce moment-là. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous connaissez l'électricité, les électrons ils vont au plus court, donc de toute manière, elle alimentera les foyers au plus proche de la station en panneaux photovoltaïques. C'est sur une ancienne friche SNCF que la commune compte installer 10 hectares de panneaux solaires. Donc là, on est sur des sangliers qui sont passés, qui ont fouillé un peu le sol. Ils recherchent à manger dans le sol, des petits tubercules, des graines. Ils ont un très bon odorat. Préserver la biodiversité en déclin est devenu une question centrale. Une étude préalable est confiée à des naturalistes avant toute installation. C'est souvent des milieux très méconnus, mais qui accueillent énormément d'espèces végétales et animales. Parce que c'est des milieux laissés un peu à l'abandon, à leur évolution naturelle, et du coup ils permettent une expression de faune sauvage et de flore sauvage qui sont très intéressants. Donc c'est pas des milieux à délaisser, c'est pas des milieux à dire bon c'est une friche, on s'en moque un peu, on fait ce qu'on veut. Au contraire, ils sont souvent même plus riches que certains milieux agricoles par exemple. Seule la présence d'une espèce rare peut enrayer le projet. Sinon, la commune compensera cet espace naturel par d'autres qu'elle s'engage à préserver. Les fermes solaires se multiplient avec leur impact sur les paysages. Il en faudrait 10 000 hectares, soit la taille de l'Île-de-France, pour faire rouler à l'hydrogène le parc de poids lourds européen. Plus internationalement, on détruit la forêt amazonienne au nom de l'hydrogène vert, comme ici, dans le parc naturel régional de Guyane. Ces arbres sont pourtant des puits de carbone, poumons de la planète. C'est un non-sens écologique. Il n'est plus temps de faire des erreurs. Les simulateurs climatiques prévoient des étés caniculaires réguliers dès 2050, et peut-être pire ensuite. Le gouvernement pousse les régions à trouver des solutions locales pour un problème global. À partir du milieu des années 2010, il y a eu plusieurs lois de décentralisation en France qui ont permis justement de donner plus d'autonomie aux régions en matière de transition énergétique. Et donc, dans ce cadre-là, l'hydrogène a pu représenter, les technologies d'hydrogène ont pu représenter une manière pour les régions de s'approprier
justement leur trajectoire énergétique et elles se sont appropriées ces technologies d'hydrogène par le biais des démonstrateurs, c'est-à-dire mettre tel ou tel bateau en circulation ou un bus ou un train. C'est une manière, à leur échelle, de s'approprier cette urgence de la lutte contre le réchauffement climatique. La Commission européenne est prête globalement à financer tout projet, toute expérimentation autour de l'hydrogène. Pas besoin de dossiers gazeux, de systèmes de planification, etc. La Commission européenne dit, voilà, il faut absolument sortir de la situation de l'œuf et de la poule. Il faut qu'on puisse avoir des projets qui commencent à consommer, qui s'adressent à des industriels, qui s'adressent à toute collectivité. Et donc, présentez-nous des projets, on vous les financera. L'action des pouvoirs publics, c'est de favoriser l'expérimentation, l'initiative, en abaissant les coûts ou en finançant une partie du risque technologique, et à partir de là, de voir éclater réellement la totalité du spectre qu'offre l'hydrogène. La production d'hydrogène vert, envisagée pour 2030, est inégale. Certaines régions investissent, d'autres n'y croient pas. Face à ce déploiement, les pompiers de Normandie se préparent. L'objectif, ça va être de se rendre compte des différents phénomènes caractéristiques par rapport à une fuite enflammée d'hydrogène qui sont différentes d'une fuite enflammée d'un gaz combustible classique. L'hydrogène, la flamme est invisible à l'œil nu, d'une part. D'autre part, il n'y a pas de fumée, contrairement à un feu classique. Et surtout, le ressenti du rayonnement est imperceptible. Il n'y a pas de ressenti de rayonnement thermique. Et vraiment l'enjeu sur une fuite d'hydrogène enflammée, puisqu'on ne voit pas le danger à l'œil nu, ça va être de l'identifier et de caractériser la zone à risque à l'aide de caméras thermiques. Et également, c'est l'utilisation d'un extincteur à poudre. On va venir envoyer des éléments qui vont se décomposer au contact de la flamme, et en se décomposant, ils vont émettre une onde lumineuse perceptible à l'œil nu. L'électricité statique de la chute d'un flocon de neige suffit à enflammer. Ils ont pu observer l'inflammation de l'hydrogène rabaissé en torchère de toiture. Donc on voit bien qu'en termes d'énergie d'activation, c'est extrêmement faible. Du fait de l'urgence énergétique, on se tourne vers ce vecteur énergétique qui est l'hydrogène, mais qui historiquement avait toujours été fabriqué dans un milieu industriel fermé par des entreprises pétrolières, qui était utilisé par des chimistes dans des environnements industriels fermés, et qui aujourd'hui se retrouve dans un milieu qui est extrêmement ouvert. Une station hydrogène au coin de la rue, des bus hydrogène qui vont pouvoir circuler, et des nouveaux acteurs qui arrivent et qui n'ont pas forcément cette culture du risque qui était portée par les activités historiques. Nous, notre discours, c'est pas de dire tout va exploser, c'est pas du tout ça l'enjeu, hein. C'est juste de dire méfions-nous de ne pas, sous couvert de faire une transition énergétique réussie, porter dans la société des nouveaux risques qui n'existaient pas. La ville du Mans expérimente son bus à hydrogène en complément de ses bus électriques et au biogaz. Il revient de maintenance. C'est un prototype sensible aux pannes. La pile à combustible en fait, va donc consommer l'hydrogène qui est stocké dans les réservoirs en toiture pour produire l'énergie électrique qui permet donc d'alimenter le moteur électrique de traction du véhicule et les batteries. La municipalité a décidé d'investir dans des nouveaux modèles. Les prix sont à la baisse, mais restent plus chers que des bus électriques. Lancer des appels d'offres sur cette nouvelle technologie est un pari audacieux. Alors si on prend un exemple très concret, celui des bennes à ordures ménagères, que nous avons voulu tester, parce qu'une benne à ordures ménagères, ça demande une autonomie que l'électrique peut pas complètement remplir, donc l'hydrogène là paraît être une bonne alternative. Et donc on voulait acheter donc entre 10 et 15 bennes dès la première tranche, et les entreprises du secteur, françaises, européennes, se sont pas senties en capacité de répondre dans le délai qui leur était donné. Et on voit bien du coup à quel point c'est compliqué d'amorcer comme ça des nouveaux marchés.
Ce qui freine la fabrication en série, c'est surtout la prise de risque sur une technologie peu éprouvée et un coût de fabrication et d'utilisation peu compétitif comparé aux autres modes de propulsion. À Nantes, le gestionnaire du réseau de transport public teste un bateau-bus à hydrogène. Il y a une époque que j'utilisais pour aller au lycée et il était tout le temps en panne en fait, on ne voyait quasiment jamais. Donc ça veut dire qu'il fallait tout le temps faire le tour par le pont. Donc c'est un petit peu embêtant. Ça fonctionnait pas, ça fonctionnait, puis en fait il y avait toujours des problèmes de rechargement, je ne sais même plus ce que c'était. Donc en gros il était toujours à quai. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont replacé directement par 100% électrique. Là je sais qu'il y a un projet de repasser le Jules Verne en hydrogène. Dès que les autorisations seront données, ça sera relancé en hydrogène. On n'en parle pas toujours quoi, que le navire n'est pas hydrogène. Bon, si on nous demande, on dit quoi, mais sinon... Enfin, c'est pas écrit en tout cas que l'hydrogène ne marche pas. Quoi. Pourquoi donc développer des transports à hydrogène là où l'électrique suffit? Y a-t-il par exemple un intérêt à choisir une voiture à hydrogène plutôt qu'une électrique? C'est le pari de la start-up Hype qui a lancé ces taxis. L'avantage de l'hydrogène, c'est l'autonomie et le temps de recharge, égal à l'essence. Mais les stations d'hydrogène sont rares et coûteuses d'installation, alors que tout le monde est déjà raccordé à l'électricité. Le gros défaut de l'hydrogène, c'est son rendement global. Seulement 25% de l'énergie initiale est restituée au final au moteur, contre 70% pour l'électrique. À chaque étape de la production de l'hydrogène, y compris dans sa restitution dans une pile à combustible, on perd. Il y a une énergie qui est une part d'entropie, on pourrait dire, et cette énergie est perdue. Et la rentabilité énergétique, au final, n'est pas extrêmement intéressante par rapport à d'autres systèmes concurrents. Donc, encore une fois, l'hydrogène apparaît plus comme une stratégie industrielle, une opportunité de marché, et aussi la possibilité, sans changer véritablement les règles du jeu, et donc sans entrer en transition socio-technique et socio-politique autour de l'énergie, de faire continuer le système en produisant un discours sur effectivement l'énergie verte, l'énergie non émissive. On dit évidemment les voitures à hydrogène émettent de l'eau, mais quand on a un 4x4 de 2 tonnes avec une pile à combustible, est-ce qu'on a réellement commencé le début d'une transition? Je ne pense pas. L'hydrogène semble davantage pertinent là où l'électricité n'arrive pas, en remplacement des locomotives au diesel par exemple. Alstom et la SNCF vont tester un train bimode électrique hydrogène dans les régions du Grand Est. Mais l'hydrogène n'est pas assez puissant pour tracter les rames de marchandises. De même, les cargos transcontinentaux utilisent un carburant sale, résidu du pétrole, très émissif en gaz à effet de serre. L'Organisation maritime internationale vise une réduction de l'intensité carbone de 40% en 2030. Alors, à Saint-Nazaire, les chantiers de l'Atlantique cherchent des solutions comme l'hydrogène liquéfié pour en réduire l'encombrement. On peut aussi le transformer en ammoniac, avec l'inconvénient d'émettre des oxydes d'azote polluants. Le design naval se penche aussi sur la question. C'est un projet qui est en cours de développement pour la compagnie Ponant, une compagnie de croisière sur Marseille, avec qui on développe un concept de navire zéro émission. Là, on s'adresse à un marché de niche qui est la croisière, qui est un peu l'équivalent de la Formule 1 à l'automobile. C'est un domaine très intéressant parce qu'il y a des moyens de développer des technologies, puis de faire les premiers bateaux démonstrateurs. En revanche, c'est totalement inatteignable de se dire qu'on va arriver à traverser l'Atlantique en autonomie à l'hydrogène, parce que le volume qu'il faut transporter d'hydrogène est bien trop fort. Donc ça veut dire que pour des grands bateaux maritimes, l'hydrogène, ce n'est pas la solution de base. En revanche, ça peut faire partie des briques qui font que c'est une solution pertinente à côté d'autres solutions, quoi. La voile est une partie des solutions, mais aujourd'hui on se retrouve souvent avec des projets avec 3-4 énergies à bord. Il n'y aura pas
une unique énergie à terme qui va prendre la place de tout. L'aviation est également un secteur très émissif en gaz carbonique. Chaque minute, plus de 70 avions décollent dans le monde. Et on estime qu'il y aura 2 fois plus de passagers dans 15 ans. Pour décarboner le secteur, certains parlent d'un avion à hydrogène, un vieux rêve qui ne date pas d'hier. Si on prend un magazine de vulgarisation scientifique, comme Science et Vie, donc là on est sur le numéro de mars 1974, eh bien on se rend compte qu'on a une promesse qui est assez similaire dans le domaine aéronautique à celle qui est formulée aujourd'hui, et on imagine que vers 1980, on pourra transporter dans des avions à hydrogène 400 passagers sur 9000 km. 50 ans plus tard, les avions carburent toujours au kérosène. À l'école Fab Academy de Nantes, on cherche plutôt à économiser le carburant pour réduire les émissions carbonées, avec de nouvelles structures et matériaux. Les deux forces qui s'appliquent sur un avion, ça va être son poids et sa traînée. Donc si on diminue la traînée et si on diminue le poids, on va forcément diminuer la consommation de carburant. Et donc ça aura un impact après, avant même de choisir des carburants alternatifs, d'avoir une consommation qui diminue. Tout près de l'aéroport de Nantes-Atlantique, l'Institut de recherche technologique Jules Verne travaille en partenariat avec Airbus. Ici, on croit à l'hydrogène liquide embarqué. Airbus travaille depuis 3 ans sur ces solutions d'avions propulsés à l'hydrogène. Ce que je peux juste vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'utilise pas les avions actuels, on repense complètement l'avion. Et le point de départ, c'est justement l'hydrogène. Choisir les matériaux, architecturer les réservoirs et les systèmes pour justement être capable de répondre aux caractéristiques physiques et chimiques de l'hydrogène. Alors, la sécurité liée à l'hydrogène, c'est vraiment un domaine aujourd'hui qui est dans les mains des ingénieurs qui conçoivent tous ces systèmes de stockage, de distribution et l'architecture de l'avion. Chez Airbus, on vise une entrée en service d'un vol commercial en 2035. Tous les constructeurs ne partagent pas le même optimisme. On a l'impression, quand on entend la majorité des acteurs du secteur aéronautique, que la promesse de l'avion à hydrogène, ce n'est pas une solution techniquement pertinente. Mais c'est quand même intéressant de la formuler. Pourquoi ? Parce que c'est une promesse qui permet de récupérer des financements publics ou pas. C'est une promesse aussi qui permet de verdir son image, de faire un petit peu de greenwashing. Et surtout, c'est une promesse qui permet de détourner le regard, de ne pas justement remettre en débat la place de l'avion dans nos vies, dans nos sociétés. Et imaginez ce que nous sommes collectivement en train de faire. Là où aujourd'hui, nos avions circulent avec du carburant qui pollue et qu'on importe, on est en train, par nos innovations, de produire des avions qui vont pouvoir tourner avec de l'hydrogène, qu'on se donne la capacité à produire sur notre sol, qui sera bas carbone, et avec des électrolyseurs et des structures que nous produisons en France. Souveraineté, climat, industrie, plein emploi. On tient les 3 objectifs. Il semblerait que l'hydrogène soit aussi un moyen de parler de la transition, de mettre en œuvre des moyens techniques importants sans véritablement questionner le fondement du problème. Le fondement du problème, c'est que nous devons sortir du carbone, évidemment, mais que nous devons aussi baisser notre consommation dans tous les registres d'énergie, donc aller vers une politique de sobriété et aussi une politique de mise en commun, c'est-à-dire considérer l'énergie comme un bien commun. L'hydrogène, c'est le moyen de continuer à faire le plein de sa voiture et de continuer sur un modèle finalement assez individualiste, qui est celui qui prévaut dans le domaine de l'énergie aujourd'hui. On a son abonnement de gaz, on fait le plein de son véhicule, etc. Et les attentes de la société civile sont tout autres.
c'est d'essayer de communaliser, comme on peut le faire avec l'agriculture urbaine, et de se dire au fond, est-ce qu'on pourrait faire de l'énergie un bien commun et comment on pourrait gérer ça donc dans des collectifs, des quartiers, des villages, des communautés de communes. Et c'est cette question-là qui a été posée par le public. L'hydrogène ne serait donc pas la solution verte annoncée? Alors, que pouvons-nous faire en tant que citoyens? Ralentir? Prendre le vélo ou baisser le chauffage? Oui, mais surtout inciter le monde politique à revoir notre modèle sociétal, qui ne devrait plus être centré sur la rentabilité. Repenser fondamentalement les transports, respecter nos besoins réels sans inciter à la surconsommation pour toujours plus de profit. Car malgré les promesses, la science à elle seule ne nous sauvera pas. Plus de technologie, c'est toujours plus d'impact sur la planète. Toute nouvelle énergie, même verte, est elle-même consommatrice d'énergie et de ressources. Et moi, j'ai envie de croire que collectivement, on va trouver des solutions, de pouvoir garantir à chacun d'avoir une vie correcte, mais en pesant moins sur l'environnement. Donc nos choix, ils sont faits avec ça, avec les solutions qu'on a. Et puis c'est un petit peu de sobriété d'un côté, des changements de pratique de l'autre, de l'innovation. Voilà. C'est en ajoutant tout ça qu'on doit y arriver. On a encore quelques années pour y arriver. Mais bon, c'est vrai qu'il y a une certaine pression.